Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 10 aujourd'hui avec deux camarades présents, Julien engagé au Parti communiste et Pascaline engagée à Place Publique. Merci à tous les deux d'être là. Malheureusement, un invité était prévu, mais pour des raisons professionnelles et d'engagement, ça a été compliqué de l'avoir. Donc on va quand même faire notre discussion à 3 et on va s'appuyer sur ce qui se passe notamment dans l'actualité. La France, il y a quelques jours, a été frappée par le terrorisme. La barbarie a encore une fois frappé, et dans un lieu d'éducation, dans un endroit où sont des élèves et des professeurs, un professeur a été assassiné. La barbarie frappe encore la France. Je tiens en ce début d'épisode camarade, épisode 10, rappeler tout le soutien et toutes les pensées que nous pouvons avoir pour toutes les victimes du terrorisme. Julien, est-ce que tu veux t'exprimer un petit peu sur ce sujet-là? Pas évident. Eh bien bonjour et merci pour cette invitation. Oui, on peut commencer quelques mots, évidemment. Peut-être les premiers mots qu'on peut donner, c'est une pensée pour les victimes, pour sa famille. Je pense que là on est encore dans le temps du recueillement. Demain matin, les 2 premières heures des collèges et lycées, là, il n'y aura pas cours pour les élèves. Et puis, je crois qu'à 14h, il y a 1 minute de silence dans le monde enseignant. Donc, peut-être la première chose qu'on peut faire, c'est déjà s'attacher à ce moment de recueillement et rester là, pour le coup, tous unis et tous ensemble face à cela, quoi. Ça me paraît la première chose nécessaire. Le corps enseignant prend encore un coup dur, quoi. Oui, frapper une école de la République, quelle qu'elle soit, c'est frapper toute la République, toute entière. Pascaline, bonjour. Bonjour. Je rejoins Julien sur déjà toutes les pensées qu'on peut avoir effectivement pour la famille de la victime, mais au-delà de ça, en effet, l'ensemble du corps enseignant qui était là présent, et toutes celles et ceux qui bien plus largement font vivre l'école, et je voudrais même rajouter, au-delà du corps enseignant, toutes celles et ceux qui font vivre l'école, c'est aussi puisque je crois qu'il y avait une personne à l'accueil qui était là, il y a plusieurs personnes qui se sont interposées, et en fait c'est effectivement l'école tout entière qui a été visée. Et non seulement qui a été visé, mais qu'on voit ici faire rempart, et grâce à eux, grâce à celles et ceux qui ont agi, en fait, qui ont fait même de leur corps un rempart quelque part, ils ont protégé l'institution, ils ont protégé des élèves, et ce sont des héros, en fait, tous ces gens, mais malheureusement on aimerait bien qu'ils n'aient pas besoin de l'être. Ils sont des héros d'ailleurs par ailleurs, par leur profession, mais là c'est grave. C'est 3 ans à peine, presque jour pour jour, avec l'assassinat de Samuel Paty, et on voit bien que ce sont pas des actes isolés en plus. Donc c'est vraiment la République, dans effectivement ce qu'elle a de plus incarné, l'école, dans le fait que c'est un lieu de savoir, un lieu d'avenir pour les jeunes. Et là, en fait, c'est ça qu'on vise finalement, la culture, le savoir, et là, il y a un vrai enjeu pour nous toutes et pour nous tous à pouvoir endiguer ça, rebondir et retrouver un cadre de sécurité pour à la fois encore une fois les enseignants, les usagers, les élèves, les étudiants, et puis toutes celles et ceux qui dans le corps administratif et qui sont dans le système éducatif, qui font vivre l'école. Donc c'est il y a vraiment pas de mots, en fait, parce que c'est juste horrible, hein. C'est terrible dans ce que ça signifie, et effectivement l'heure est au recueillement, mais quoi faire, comment faire, et comment retrouver un cadre
pour toutes celles et ceux qui travaillent. Alors, si je peux rebondir, parce vas-y Julien, avec plaisir. Mais j'allais dire sur ce que vient d'amener Pascaline, et même tu le disais, quand on s'attaque à l'école, c'est finalement un pilier de la République auquel on s'attaque. Et moi, je crois qu'il y a quand même des réflexions à tirer de ce genre d'événement. Un des points que je voulais amener, c'est que je pense que c'est bien parce que l'école publique et laïque telle qu'on l'a en France, et telle qu'on a la chance de l'avoir en France, c'est déjà à la base le meilleur rempart contre l'obscurantisme et le fanatisme. Et c'est pour ça qu'elle est attaquée. C'est ce qui est extrêmement grave dans ces faits. C'est parce qu'elle développe l'esprit critique face au dogmatisme, les savoirs, comme disait Pascaline, face aux croyances, que les terroristes la prennent pour cible. Le terrorisme islamiste mène une guerre contre cette séparation des religions et de l'État comme il est appliqué en France, contre la laïcité particulièrement, qui garantit pourtant la liberté de conscience et de critique, contre la liberté d'expression finalement, de création, le droit à la critique de toutes les religions. Et donc voilà, contre l'égalité entre les citoyens qui ne doivent distinguer ni leur origine normalement à l'école, ni leur religion, ni leur conviction intime. Et ça m'amène un peu au deuxième point sur lequel je pense qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective, parce que on le voit déjà en regardant un peu sur les réseaux sociaux, que comme à chaque fois, les forces réactionnaires, l'extrême droite notamment, vont se saisir de ce drame pour semer la haine, diviser encore un peu plus notre peuple, avancer leurs idées racistes en stigmatisant une partie de nos concitoyens et en mettant en cause finalement notre République laïque. Donc oui, le terrorisme et la barbarie, d'où qu'ils viennent, il faut les combattre, il faut les condamner, mais il faut affirmer, je pense également, qu'on ne combat pas la haine par la haine. Et vu le contexte, et on en parlera probablement tout à l'heure, mais c'est-à-dire que cet attentat terroriste en France, il vient s'ajouter à un contexte international déjà brûlant sur ce fait-là. Et donc il me semble important que du moins à gauche, la République sociale, laïque, ceux qui la portent, et ce discours de dire on ne combat pas la haine par la haine, quoi. Voilà, on pourra revenir peut-être sur les enseignants et l'école après, mais je pense que ces deux points, c'était important de le mentionner, quoi. Oui, ce que tu dis est assez juste et assez vrai. On peut aussi se poser la question de savoir par rapport à ce que tu dis, pour y rebondir un peu dessus, est-ce que l'union nationale fonctionne encore, Pascaline ? C'est une question difficile, hein. L'union nationale, oui, quelque part, quand on voit effectivement la réponse là qu'a mentionné Julien, notamment sur le fait que les collèges et les lycées en tout cas vont être fermés et ouvrir à 10 heures, hein, pour permettre au corps enseignant d'avoir une réponse adaptée, de pouvoir en discuter et avoir un retour adapté par rapport aux élèves qu'ils vont recevoir après. La minute de silence, donc c'est une forme d'unité nationale. Au sein des partis politiques, c'est un peu plus compliqué et effectivement, les réactions sont assez vives de suite et le temps du recueillement n'est pas forcément là. Donc en demi-teinte, mais oui et non. Oui, dans une certaine mesure. Là, on voit que ça cet objet-là, je pense effectivement, de faire union, de prendre, de faire prendre conscience de ce qui s'est passé, de le partager ensemble, partager la douleur, partager peut-être la peur aussi, j'imagine, des élèves et des gens qui travaillent dans ces établissements. Et que ça puisse être fondateur, hein, justement toutes et tous ensemble contre cette attaque, contre effectivement ce fanatisme qui vise principalement effectivement la culture, le savoir, et donc qu'on doit combattre à tout prix. Pour le reste, non, je serais quand même réservée sur l'union nationale et l'unité nationale dans ce moment. Je veux pas qu'on rentre dans des polémiques ou qu'on ouvre des portes qui nous amèneraient dans un débat pas très joli, je vais le dire comme ça. Mais depuis quelques heures quand même, on enregistre le dimanche, hein, vous le savez, depuis quelques heures quand même, il y a beaucoup de syndicats qui s'alarment notamment de ce deuil, de ce moment de recueillement ou d'échange
le lundi matin, le lundi suivant le drame donc. Et il y a notamment le fait que pour les écoles élémentaires, le fait qu'il n'y ait pas ce temps-là pose un très grave problème parce qu'on laisse le sentiment que les élèves, les enfants peuvent revenir à l'école un petit peu comme si de rien n'était. On parlait d'unité nationale, on parlait de deuil national. Moi, je pense qu'il y a aussi cette nécessité, peut-être, Julien, je veux bien ton avis sur le sujet, de considérer que toutes les écoles de la République doivent être mises au courant, qu'il puisse y avoir un temps d'échange, un petit peu comme une thérapie d'une certaine façon, mais au niveau national. Julien ? Alors, sur la question que tu poses, oui, je pense que... là, moi, je veux pas parler pour les syndicats, ils se positionnent... c'est eux au niveau de leur profession, quoi. Et, moi, il se trouve que je suis parent d'élèves aussi sur le territoire où je vis, là, en Tarn-et-Garonne. Effectivement, on n'a pas encore pu réagir et regarder pourquoi il n'y a pas le même temps qui a été mis à disposition des enseignants de l'école élémentaire. Cela étant dit, on peut quand même se dire que bon, voilà, le collège et le lycée, c'est déjà des élèves avec des réflexions plus âgés, et donc peut-être qu'ils ont vu la priorité d'abord là, et je sais pas. Sur l'école, là, je pourrais pas te dire beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une banalisation un petit peu? Il faut voir aussi comment ça va se passer demain. Oui. Est-ce qu'il y a une banalisation, une acceptation de ce genre de situation? Est-ce qu'il y a une banalisation de ce genre de situation qui fait qu'en fait on s'y habitue d'une certaine façon peut-être, et donc on se dit qu'il n'y a pas forcément... Je pense pas qu'on puisse réagir au niveau des élèves. Julien, vas-y, et Pascaline en suivant. Ouais, non mais j'allais dire des élèves d'école primaire, on doit être attentif quand même parce que ça commence à 6 ans, enfin 5-6 ans là, au CP. C'est quand même très jeune, donc on peut pas avoir... enfin voilà, le collège là, 12-13 ans, et puis ensuite le lycée, bon, on est déjà en mesure d'expliquer un certain nombre de choses, de voir comment on va l'appréhender. Je sais que demain après-midi, après la minute de silence, il y a 1 heure ou 2 qui vont être prévues par les équipes enseignantes pour parler des valeurs de la laïcité, de la République à l'école. Bon voilà, ça c'est des sujets quand même complexes pour qu'on dégage du temps pour en parler en école primaire. Moi ça me paraît peut-être difficile, je sais pas. Après c'est que mon avis là vraiment. Pascaline. Oui, alors moi, pareil, sans me substituer aux syndicats mais juste en tant que maman d'élève d'un enfant de 2 enfants d'ailleurs qui sont en école maternelle et en école primaire, moi je vois pas ça en opposition. Je vois pas une école qui serait délaissée ou une unité qui serait pas complète. Je pense qu'effectivement cette minute de silence, elle a pour objectif de rassembler autour de ce qui s'est passé et de pouvoir faire corps toutes et tous ensemble vis-à-vis de cette situation tragique et de ce qu'elle signifie. Et donc dans ce qu'elle signifie, il y a bien ce temps pour les enseignants avant 10 heures, puis avec les élèves avant la minute de silence. Et je trouve que ça, je trouve que c'est très bien parce que ça permet aux enseignants de se poser entre eux sur les mots qu'ils peuvent choisir, le sens du message à faire passer, puis avec les élèves, et enfin la minute de silence. Et donc je pense que le chemin il est plutôt correct et qu'il est plus difficile avec des enfants. Donc par exemple dans mon cas, sans faire d'un cas particulier une généralité, mais j'avais déjà parlé avec mon enfant la semaine dernière cette semaine de la situation Israël-Palestine. C'est très compliqué avec des jeunes enfants d'avoir des mots en fait. Et je pense que peut-être ça doit arriver, bien sûr, bien entendu, ça doit pas être y a pas, je pense qu'un enfant peut tout entendre, tout dépend, tout entendre. Il peut parler de tous les sujets, mais pas de n'importe quelle manière. Et donc je pense que moi je suis pas choquée de ça, mais par contre effectivement il faut qu'il y ait une prise en compte de ce qui s'est passé à Arras, également de ce qui s'est passé à Arras. Mais également pour ces enfants qui sont plus jeunes. Mais en fait, est-ce que si c'est pas le matin, c'est pas non plus dramatique de mon point de vue.
Merci Pascaline. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là ou on passe à un autre sujet? En tant que parent d'élève, c'est aussi intéressant d'avoir votre regard particulier au-delà du fait que vous soyez engagés tous les deux. Est-ce que vous sentez que même vous, peut-être, c'est compliqué d'en parler avec les enfants? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait, je sais pas, un soutien, la documentation, un lien avec les enseignants ou avec l'endroit d'enseignement? Julien, peut-être? Non, enfin, moi, là, c'est pareil, c'est une position probablement personnelle que je vais donner, mais on est dans c'est des situations assez difficiles. C'est un attentat terroriste, comment dire, c'est un événement à un moment. Je pense pas que ça remette en cause quand même tout ce qui est fait à l'école d'ores et déjà. Maintenant, est-ce que le risque zéro aujourd'hui existe et est-ce que on sera en capacité de créer un dispositif où on se dit après le risque est à zéro? Je pense pas. La preuve, quasiment jour pour jour, 3 ans après l'attentat contre Samuel Paty, la même chose nous arrive et enfin, entre guillemets, on l'a pas vu venir, quoi. Maintenant, peut-être la place de l'éducation populaire, de l'éducation civique, morale dans l'école de manière générale, si c'est ça le sujet, alors il y aura peut-être sujet à discussion effectivement, mais là, dans ce moment où on est là, où l'attentat vient de se passer, je sais pas si d'ores et déjà, voilà, il y a tant de choses à remettre en cause. Bon, il faut voir comment on va pouvoir avancer à partir de là, quoi. Il me tarde de voir aussi ce que le corps enseignant propose, parce que on a quand même depuis quelques années un certain nombre de réformes qui sont appliquées à l'école publique. On a eu un certain nombre de mobilisations, notamment du corps enseignant, avec des revendications fortes. Bien sûr, pour le côté professionnel, l'augmentation des salaires, les conditions de travail. Mais si on regarde de près, tu t'apercevras que les enseignants, ils ont aussi des revendications sur le contenu, sur un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est peut-être plus ni les moyens, ni le personnel, ni le temps de discuter à l'école aujourd'hui avec les élèves. Donc il y a peut-être un ensemble de choses comme ça à regarder, sûrement d'ailleurs, parce que effectivement, là pour le coup, ça nous tombe pas dessus. Il y a déjà quelques années que, en tout cas, avec la FCPE par exemple, on est mobilisé aux côtés des enseignants pour demander à ce qu'il y ait voilà, plus de moyens pour l'éducation, plus de temps hors classe pour pouvoir aborder toutes sortes de sujets. Aujourd'hui, on a un grand nombre de sujets qui mériteraient d'être approfondis avec les élèves au cours de leur cursus. Bon, voilà. Est-ce que c'est maintenant le moment de le dire? Enfin, on va voir comment tout ça évolue là dans les jours qui arrivent, quoi. Ce que dit Julien est assez intéressant par rapport au fait d'être à l'écoute des enseignants et de ce qu'ils ont à proposer. Pascaline? Oui, tout à fait. Moi, je crois que il y a toujours deux temps dans les épisodes dramatiques et dans ce qui nous touche au plus profond. Donc, il y a le premier temps qui est celui de l'émotion et il est important qu'il puisse être existant et qu'on lui donne corps. Donc c'est le temps de maintenant. Et il y a le deuxième temps qui est celui de comment on fait pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on prévient et aussi comment est-ce qu'on est effectivement peut-être plus efficace aussi après pour auprès des élèves et des enseignants. Donc pour moi là c'est vraiment le moment de l'émotion, le moment du recueillement, le moment où on peut exprimer ses sentiments. Et donc avoir de la documentation, avoir des choses plus matérielles. Je dirais que c'est pas là, moi, c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment un besoin. En revanche, que de pas laisser ça passer et puis de se dire bon, bah, après il y a ça, c'est souvent le cas. On a des urgences et puis une urgence et puis une autre. On sait aussi que le corps enseignant est parfois débordé, qu'il n'y a pas assez d'enseignants, qu'il n'y a pas assez de remplaçants, qu'il n'y a pas assez que le personnel aussi même s'est amenuisé au fur et à mesure des années et que tout ça pèse lourd sur les épaules. Mais il y a vraiment, à mon sens, par contre, quelque chose à faire par la suite. On pourrait parler. Alors,
ça ne prévient pas, mais par exemple des référents laïcité, d'avoir tout ce travail autour de ce sujet qui est un sujet épidermique et chez les étudiants, les élèves et dans le corps enseignant. On l'a vu avec la baya. Donc tous ces sujets-là, ils doivent pouvoir être pris en charge à l'école et ce qui doit être un lieu d'écoute, un lieu d'accompagnement et un lieu de prévention aussi. Donc je pense que là-dessus pouvoir ne pas juste faire cette minute et puis bon passer à la suite. Tu parlais de banalisation, donc effectivement je crois pas qu'il y ait de banalisation du tout. En tout cas je la ressens pas comme ça. Je pense que tout le monde est ça a été un choc pour tout le monde cette attaque terroriste à l'école et donc ne pas laisser juste passer ce choc et puis passer à la suite parce que là ce serait dramatique. On doit vraiment pouvoir être solidaires les uns avec les autres, solidaires entre les différentes professions et avec les étudiants et les collégiens, lycéens, écoliers pour faire qu'on puisse mieux vivre ensemble. Le podcast Camarades, c'est l'occasion de discuter entre camarades de toute la gauche. Est-ce que dans ces moments-là, la gauche doit porter une responsabilité, un certain humanisme, Julien ? Il me semble, oui. Il me semble que là, la gauche doit porter un certain humanisme. Elle me semble qu'elle le fait quand même. C'est la question, c'est plutôt comment, c'est la suite, comment on réagit et comment on se relève après ça collectivement. Comment la République, elle prend des coups, mais elle se relève et elle avance, quoi. Je pense que c'est ça la question là du moment. Après. Il y a effectivement, on le voit, ça fait la question de la laïcité, je pense, à un moment va devoir être prise à bras le corps par l'ensemble de la classe politique pour qu'il y ait un vrai débat national là-dessus et ce qu'on veut en faire et comment on veut le porter dans l'école et partout en réalité. Parce que si on regarde les dernières périodes, ça nous tombe dessus un peu les uns après les autres, quoi. Pascaline mentionnait la abaya. La abaya, il y a eu débat et ça s'est terminé un peu. Alors, je vais oser le mot, mais un peu un coup de force. Mais pour ceux qui étaient pour, ils n'ont pas changé la vie. Il n'y a pas eu ce travail. Ils sont juste imposés du fait que l'abaya elle est interdite à l'école maintenant, donc les filles elles le laissent à la maison, mais on n'a pas été au-delà. On n'a pas été plus profondément dans la discussion là-dessus. Il y a eu un travail derrière qui est pas fait. Donc du coup, ça se répercutera peut-être sur autre chose. Donc je pense qu'à un moment, on pourra pas s'épargner peut-être le travail de fond, notamment sur la laïcité, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui je pense est pas toujours bien compris ou mal compris par un certain nombre de nos concitoyens. Donc ça si c'est pas effectivement la gauche qui porte un discours et un projet fort là-dessus, effectivement c'est à nous et je vois pas qui portera ça, quoi. L'école républicaine obligatoire et laïque, c'est un ancien combat notamment porté par Victor Hugo en son temps. Ce que dit Julien Pascaline est assez intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité aujourd'hui, dans des périodes de drame, de catastrophe, de se poser pendant plusieurs mois pour réfléchir collectivement à un enjeu? Aujourd'hui, c'est un petit peu un événement en chasse un autre et on a du mal à imposer sur la durée des enjeux. Et ce que disait Julien sur la laïcité, c'est ça d'une certaine façon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours les actualités brûlantes qui nous entourent, et puis à côté de ça, il faut pas oublier qu'on peut pas faire des sauts de puce d'actualité en actualité, en plus des actualités qui sont souvent sur des sujets très variés. On a l'impression qu'on est entouré de crises et de catastrophes en fait. Là, c'était une attaque terroriste. Il y a l'été, on a les feux qui n'en finissent pas. On a les épisodes climatiques qui s'accumulent. On a l'impression d'être vraiment oppressé par ces urgences, de gérer une urgence puis une autre. Et effectivement, finalement, ce temps long
d'avoir une vision aussi du monde qu'on veut construire pour demain. Soit on le prend pas vraiment, soit on se laisse happer par ces urgences, et de fait, on peut pas vraiment construire l'avenir correctement en se posant de manière relativement sereine et en posant effectivement les débats en fait, enfin les bons débats, j'allais dire les bons débats, mais bon, c'est tout le monde a un bon qui peut être différent, ça, on peut avoir des prismes différents, en posant un certain nombre de débats structurants sur la table et en prenant le temps effectivement de les regarder en face. Il y a un certain nombre de chantiers à avoir et qu'il nous faut effectivement prendre à bras le corps et si possible effectivement de manière unitaire pour pouvoir avoir le débat aussi, ouvrir le débat et construire là-dessus. Merci Pascaline. Passons maintenant à un autre sujet un peu plus politique. On va rentrer dans un aspect un peu plus de politique et de politique interne, notamment à gauche et à la NUPES. Le PCF, le Parti communiste, a ce week-end acté une divergence par rapport à la ligne qui est fixée aujourd'hui, notamment via la NUPES et la présence de Jean-Luc Mélenchon assez insistante et assez grande dans cette union. Est-ce que Julien, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, ça ne date pas du week-end. Malheureusement, ce que les communistes observent et constatent depuis déjà de nombreux mois, c'est que les problèmes se sont supersédés les uns après les autres. On a eu la question des manifestations en dehors de l'intersyndicale au moment de la mobilisation contre les retraites. Là, déjà, il y a des choses qui se faisaient sans concertation forcément de tous les acteurs membres de la NUP. Il y a eu la question quand même très forte en début d'été là sur les émeutes et le fait certains appels de dirigeants de la France insoumise, c'était tout simplement pas possible, quoi. Et là c'est pareil, on n'a pas pu se concerter, parler d'une voix. Là plus récemment, les attaques de l'organisation terroriste du Hamas en Israël ont quand même aussi ont continué j'ai envie de dire entre guillemets, cette dynamique. Nous, les communistes plus particulièrement, quand même, il y a eu les insultes à l'encontre de notre secrétaire national, mais finalement aussi des militants au moment de la fête de l'humanité début septembre, mi-septembre, avec une série de polémiques toutes plus basses les unes que les autres. Et puis ça s'est soldé quand même par la comparaison du secrétaire national à Florian Doriot, le collaborationniste nazi, qui a finalement fini par quand même mobiliser beaucoup de monde et indigner beaucoup de monde, parce que on ne peut pas déjà banaliser l'extrême droite de cette manière et puis diviser autant et ensuite s'appeler appeler à l'union. Donc voilà, nous on pense aujourd'hui, il y a eu beaucoup trop de polémiques et de problématiques pour savoir qu'en fait ce qu'il faut, oui, l'union, de toute façon l'union à gauche elle est nécessaire parce qu'il faudra bien un jour qu'on se mette tous ensemble pour gouverner, mais là clairement la NUP telle qu'elle a été créée au moment des élections législatives en 2022, c'est clairement dépassé et aujourd'hui il faut revoir tout ça de la cave au grenier, j'ai envie de dire, et peut-être comme disait Pascaline tout à l'heure sur la laïcité, mais là c'est vrai peut-être sur un tas d'autres sujets, il y a peut-être besoin de s'asseoir, pas forcément faire une liste de 600 mesures sur lesquelles on tombe d'accord, mais plus de prendre le temps du débat, du fond, de pas évacuer trop vite aussi nos divergences et de peut-être passer un peu de temps à savoir comment on les gère. La question aussi du débat public. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la période, c'est quand même on a besoin de pouvoir débattre. Bon, comme je disais tout à l'heure, le spectacle a été plutôt affligeant quand on regardait les débats de la gauche ou internes à la gauche à la télévision là depuis 2 ou 3 mois. Et pourtant, ce débat, c'est une question juste. Et malgré tout,
quand certains nous expliquent du matin au soir que ce serait le seul sujet et que le seul sujet que nous à gauche nous aurions à affronter, c'est celui de savoir comment on s'unit. Bon, quand même, au moment des législatives, on a créé une forme d'union et on a essuyé un échec collectif. Voilà, suite aux élections. Ça reste quand même une réalité. Donc, si l'union était la seule condition à une victoire de la gauche, je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû réaliser de bien meilleurs scores au moment des législatives. Or, on se retrouve aujourd'hui avec une assemblée où seulement un député sur 4 est de gauche. Donc, les 3/4 sont de droite, voire d'extrême droite. Et non seulement on a échoué, mais en plus, on fait rentrer 90 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un événement sur lequel, à mon avis, on ne s'est pas suffisamment interrogé non plus, là. Et puis, pendant longtemps, on disait il ne faut pas de proportionnel, ça peut faciliter le RN. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national gagne des duels. Face à ce qu'on appelait autrefois le camp républicain, le RN gagne des duels. La question de la proportionnelle ne les gêne même plus. Donc avec un mode de scrutin à 2 tours, ils rentrent en masse à l'Assemblée. Donc tout cela doit nous interroger sérieusement. Et je pense que c'est sur ce que nous avons fait aux dernières législatives, évidemment, mais sur les moyens que nous nous donnons là, dans les périodes qui vont s'ouvrir, pour que demain, notre rassemblement soit victorieux. Voilà, je pense que c'est déjà la première chose qu'on a besoin de débattre et d'ouvrir ça. Et donc, je pense ce que ouvrent les communistes ce week-end, c'est de dire, bon, voilà, on peut pas rester sur quelque chose auquel on n'aurait rien le droit de dire et rien le droit de toucher. C'est actons que c'est dépassé et repartons dans le débat entre nous, on en a bien besoin. Pascaline, est-ce qu'il faut créer un nouveau trait d'union à gauche? Alors, moi, Tu as 3 heures. Oui. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je me suis dit comment j'y vais. Non, oui, oui, bien sûr que tout seul, en fait, on n'y arrive pas, c'est sûr. Chacun dans nos couloirs de nage, on peut. À la fin, ça fait pas une victoire de la gauche. Et puis surtout, alors, il y a les européennes l'année prochaine qui ont un mode de scrutin particulier, et là, on peut effectivement raisonner de manière différente. En revanche, sur les élections en France, les élections à deux tours. Là, effectivement, il faut pouvoir proposer quelque chose qui soit cohérent et qui puisse rassembler le plus largement possible autour de la cohérence du projet. Donc oui, bien sûr que je crois qu'il faut ça. Je serais plus nuancée que Julien sur l'échec de l'union aux législatives, et pourtant nous n'étions pas à l'intérieur de cette union, en tout cas le parti politique dans lequel moi je milite. Nous avions appelé à soutenir la NUPES lors de ces élections, et je pense que c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire pour faire qu'un maximum de députés de gauche entrent à l'Assemblée nationale. Donc je pense que on peut. L'échec est vraiment très relatif, et moi je vois même plutôt une réussite, dans le sens où je pense que s'il n'y avait pas eu cette union large, on aurait eu très peu de députés de gauche à l'Assemblée nationale, et qui aujourd'hui ne pourraient pas faire entendre une autre voix que celle de la droite de Macron jusqu'à l'extrême droite. Donc je pense que que ça a été nécessaire. Je pense que le fait que ça se fasse dans l'urgence n'a pas permis que ce soit fait peut-être de la manière la plus optimale possible. Et je pense que notamment elle s'est faite entre 5 partis au dernier moment, et que ça permet pas de construire de manière de la meilleure manière qui soit, donc durable mais aussi efficace. Et donc je pense là-dessus c'est une bonne première pierre, et effectivement maintenant c'est aller plus loin dans ce travail commun que nous avons à faire pour continuer à apporter des pierres à ce travail de mise en commun finalement de nos valeurs, de nos principes et des projets, des propositions qu'on souhaite porter. Et après, pour moi, ça n'est pas grave s'il y a des différences sur un certain nombre de sujets entre les différentes formations politiques de la gauche et de l'écologie.
Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse se retrouver sur les points cardinaux que nous avons. Et que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc oui, un grand oui à un trait d'union. D'ailleurs, c'est le nom d'un podcast, je crois, sur l'Europe qui est très bien, trait d'union. Mais oui, à un nouveau trait d'union et à pouvoir continuer à travailler cet espace commun à la gauche dont nous avons vraiment grandement besoin et qui, à mon sens, est la clé aussi pour qu'on puisse pouvoir l'emporter tout simplement et gagner ce pouvoir qui nous fait défaut aujourd'hui pour mener à bien nos propositions et réellement changer la donne sur les urgences sociales, démocratiques, écologiques, féministes et puis européennes. Merci Pascaline. J'aimerais qu'on prenne quelques instants, si vous en êtes d'accord, pour clôturer ce 10e épisode du podcast Camarades, de se poser la question, c'est une question que je pose comme ça, se poser la question s'il peut y avoir des répercussions politiques du fait qu'au niveau national, il peut y avoir des désaccords ou des ruptures entre les partis politiques ou entre les personnalités représentantes des partis politiques. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences au niveau local? Julien, Pascaline, vous êtes engagés tous les deux sur des territoires différents et en même temps on voit bien chez nous, par exemple en Occitanie, avec ce qui se passe notamment autour de l'autoroute A69 avec Carole Delga. Alors les écologistes EELV ne sont pas dans la majorité de Carole Delga. Carole Delga a des écologistes mais qui ne sont pas d'Europe Écologie Les Verts, sauf erreur de ma part. Et on voit que ces divisions au niveau national des fois donnent des ailes aussi à certaines personnes qui sont représentants de tel ou tel mouvement, de tel ou tel parti politique, pour créer de la désunion. Et parallèlement à ça, on le voit notamment dans le département de l'Aude, il commence à y avoir l'union de la droite entre, par exemple, les Républicains, Zemmour et le Rassemblement National. Est-ce que on peut quand même arriver au niveau local à garder cette intensité et cette nécessité de faire union entre des partis politiques qui, au niveau national, font d'autres choix? Julien? Alors merci pour cette question, Baptiste, parce que en fait je voulais rebondir suite à ce qu'a dit Pascaline, mais là du coup avec ta question tu m'en donnes vraiment l'occasion, parce que effectivement moi je parlais d'échec dans le sens où la gauche ne ressort pas majoritaire en 2022 avec la NUP, mais bien évidemment cette NUPES, elle a raison Pascaline, c'est ce qui nous a permis de faire au mieux à ce moment-là. Maintenant aujourd'hui la gauche, elle a besoin de débattre, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais finalement, de quoi elle a besoin de débattre? Et les débats nationaux se répercutent bien évidemment au niveau local, parce que le local, c'est quoi? C'est le terrain, c'est la réalité quotidienne de nos concitoyens. Et à mon sens, la question clé, c'est de regarder sur quoi porte le débat politique dans le pays. On a aujourd'hui un décalage énorme entre le débat politique qui porte malheureusement très souvent sur des questions absurdes. Puis là, quand même, on a passé le mois de septembre à débattre de l'uniforme à l'école. Moi, j'ai un maire ici à Moissac qui s'est même très rapidement sur les réseaux sociaux proposé d'en faire l'essai à Moissac, quoi. Voilà, donc on a débattu de ça pendant des semaines, alors même que des millions de nos concitoyens n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Alors qu'à Moissac, dans la même commune où dirige le maire RN, là, plus de Moissagais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont des gens qui travaillent dur et qui en même temps ne s'en sortent pas à cause du niveau de l'inflation. Donc à mon sens déjà, le travail de la gauche et tous nos efforts doivent permettre de remettre les questions sociales au cœur du débat politique. Faire en sorte que les préoccupations de ces dizaines de millions de personnes là, qui ne s'en sortent pas puissent un peu tenir le haut du pavé, quoi, et que ce soit de cela qu'on parle du matin au soir sur nos écrans. Parce que bien sûr, bon, il y a les programmes, il y a tout ce sur quoi on peut se mettre d'accord, 600 mesures, tout ça c'est très bien. Sauf qu'on ne va pas en parler de ces 600 mesures tous les jours, du matin au soir. Donc la question c'est de savoir ce que les gens retiennent de ce qu'on dit. Or, le sentiment aussi, c'est qu'à force de répondre à toutes les polémiques lancées par la droite et l'extrême droite, on contribue à faire de ces sujets absurdes le cœur du débat politique. Je pense qu'aujourd'hui on doit consacrer plus de temps à mettre sur la table nos propres sujets, en particulier la question sociale, plutôt que de passer notre temps à répondre aux provocations de la droite et de l'extrême droite. Pour, si tu me permets, quelques minutes de plus. Bien sûr, Baptiste, je t'en prie, vas-y. Mais je pense que ensuite, on ne doit pas tomber non plus dans une forme de pessimisme.
Et même si il est vrai, quand on regarde l'état de la gauche à l'échelle nationale et des fois les invectives à la télé, on peut avoir envie de désespérer. On a quand même beaucoup de raisons, à mon avis, de garder espoir pour ce que nous sommes capables de faire tous ensemble. Et là, je voudrais au moins rapidement poser trois raisons là-dessus. Tout d'abord, quand on regarde ce que disent les Français sur plein de sujets que nous portons, ils sont d'accord avec ce qu'on dit. Ils sont une écrasante majorité favorable à un meilleur partage de la richesse, favorable à l'augmentation des salaires, du SMIC, des retraites, favorable au rétablissement de l'impôt sur la fortune. Donc l'idée selon laquelle on aurait un paysage politique qui aurait dérivé vers la droite ou l'extrême droite, en réalité ne correspond pas à la réalité. En tout cas sur ces sujets-là, ni sur les grandes questions économiques et sociales. Nous devons donc nous appuyer là-dessus. Moi, je pense, sur les grandes questions économiques et sociales, je crois que nous avons quand même gagné une forme d'hégémonie culturelle depuis plusieurs années maintenant. Une majorité de gens voient bien que les logiques libérales, ce sont ces logiques-là, ces logiques de marché qui nous conduisent à notre perte, à la fois sur le plan économique, social, comme le plan environnemental. Donc l'idée qu'on a besoin d'une rupture avec ces logiques est une idée qui a gagné les têtes, et je pense que dans l'avenir, la gauche va devoir s'appuyer là-dessus. Ensuite, ne pas céder au pessimisme, car à l'échelle locale, et tu parlais du local, Baptiste, à gauche, on est quand même capable de faire des choses formidables. Je prendrai juste 2 exemples. Le logement social à Paris. On a quand même une gauche unie depuis plus de 20 ans qui a contribué à doubler le taux de logements sociaux, de le faire passer de 13% à 25% et qui permet à des travailleurs parisiens de vivre dans Paris. Donc c'est quand même une belle réussite. Tu parlais tout à l'heure de Carole Delga, la A69. L'Occitanie, c'est quand même la première région sur les mobilités. Le train à 1 euro. On est en train de massifier l'utilisation du train dans cette région, avec les fameux week-ends à 1 euro, les allers-retours à 5 euros, etc. Donc là, c'est pareil. La gauche, au local, quand elle est unie, elle fait de très belles choses. Maintenant, la question, c'est que si on est capable de le faire au niveau local, on doit pouvoir être capable, à un moment ou à un autre dans l'histoire, de le faire à l'échelle nationale. Donc enfin, le dernier point, j'ai 1 minute de plus. La clé pour y arriver, c'est d'être capable finalement de rassembler le monde du travail. On est obsédé par l'union des forces politiques. Mais la question vraiment, c'est de savoir comment on va rassembler le monde du travail. Comment réussir à rassembler autour de nous ces millions de gens qui ont manifesté, tous ensemble, unis autour d'une intersyndicale, contre la réforme des retraites. 3 Français sur 4 qui se sont mobilisés. Le monde du travail, ceux qui travaillent, qui veulent vivre de leur salaire, qui ont travaillé toute leur vie ou qui veulent vivre de leur retraite, ceux qui sont privés de travailler, qui voudraient demain avoir accès à un emploi. Rassembler tout ce monde du travail, c'est cela qui permettra demain à la gauche de dépasser ces divisions et de conquérir probablement le chemin de la victoire, quoi. Voilà. Je pense que sur ces 3 points-là, c'est quelque chose à verser au débat, quoi. Merci Julien. Apparemment tu as tenu ta minute. Merci Julien. Pascaline, je te laisse le mot de la fin pour conclure ce 10e épisode du podcast Camarades. Par rapport à ce dont nous sommes en train de parler, de ce que Julien a dit, puis si tu veux rajouter quelque chose également par rapport à la situation, ce qui se passe dans ton territoire, Marseille. Ce qui se passe dans mon territoire sur quel c'est vaste sur par rapport à l'union de la gauche, est-ce il peut y avoir à l'avenir des difficultés par rapport à ce qui se passe au niveau national, où il y a une opacité entre ce qui se passe au niveau national et ce que vous faites avec le printemps marseillais au niveau local? Oui, alors tout à fait. Effectivement, on a un territoire, j'allais dire pionnier, mais non pas pionnier, mais en tout cas, à Marseille, on a pu mettre en place une union de la gauche. Je dis une, parce que tu as fait référence tout à l'heure à un trait d'union. Il y a la NUPES. Effectivement, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'objectif, c'est de rassembler un maximum de personnes autour et d'électeurs et d'électrices autour d'un projet qui porte de la gauche et de l'écologie, et de faire en sorte que ce périmètre soit le plus large possible et le plus cohérent possible. Donc nous, à Marseille, nous avons fait le printemps marseillais au moment des dernières municipales. Ça a pour le coup été un travail long,
J'en ai fait partie, donc je connais bien l'histoire. Ça a commencé 1 an en fait avant les municipales, les élections, et donc il y a vraiment eu un gros travail préparatoire. Déjà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de discussions toutes les semaines pendant 1 an. Un comité de pilotage s'est réuni. Ce comité de pilotage, il rassemblait des politiques, mais que à 50%. Donc là, ça rejoint aussi ce que Julien disait, et la nécessité aussi d'avoir une représentativité plus large que celle des politiques. Et c'était vraiment un souhait d'associer ce qui est dit de manière un peu vulgarisée, et puis un peu c'est pas tout à fait le terme, mais les citoyens, en fait, on est toutes et tous des citoyennes et des citoyens, néanmoins des personnes non encartées, qui puissent être des représentants d'associations, du monde syndical, des gens engagés même à titre individuel. Et donc toutes et tous ensemble, nous avons vraiment pu travailler à cette union qui n'a pas été complète, hein. Toute la gauche ne s'y est pas retrouvée, a priori en tout cas, mais qui a été vraiment très très large, et qui nous a permis de renverser la mairie, l'ancienne mairie qui était qui était à droite depuis 25 ans, incarnée par Monsieur Gaudin. Et aujourd'hui de donner un nouvel élan en fait à cette ville qui était engluée. Donc oui, les territoires peuvent aussi avoir des propositions à faire qui peuvent parfois être différentes effectivement de celles qui sont nationales, mais qui sont quand même, il y a quand même, en tout cas, là je reviens sur les partis, c'est quand même en général discuté. Enfin, je le crois en tout cas, c'est mon cas, avec les instances nationales des partis. C'est normal, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, pour moi, il y a ce qui se passe dans les territoires, peut-être un peu différent d'un territoire à un autre. On l'a vu aussi, et là je vais reparler du cas particulier de Place Publique dans lequel je suis investie. Mais au moment des régionales et des départementales, là aussi, il y a eu des unions de fait, et ces unions, elles étaient différentes d'une région à une autre. Et donc, à chaque fois, c'est des discussions. Donc, moi, je souhaiterais qu'effectivement, on puisse avoir une union nationale qui puisse irriguer les territoires. On voit bien que les spécificités des territoires sont parfois un peu différentes, et qu'il faut à chaque fois essayer d'avoir, parce que ce sont aussi des hommes et des femmes qui militent sur place avec des engagements et une histoire, et que ces histoires, elles sont à la fois intimes et collectives, et donc on les prend en compte. Donc oui, le local peut être un peu différent, mais pour autant, effectivement, rechercher toujours cette cohérence de projet et cette union la plus large possible me semble nécessaire. Et dans le cas de Marseille, elle a été vraiment salvatrice, parce que ça a été vraiment une campagne joyeuse, une campagne dans laquelle tout le monde était content de militer. Et qui a rassemblé à ce titre en fait. Et c'était vraiment ça. Il y a eu un engouement avec à la fois une volonté de renverser la table et la mairie qui était à droite donc, mais aussi des gens qui se sont reconnus dans ce mouvement qui est le printemps marseillais, et qu'on continue d'essayer de faire vivre localement avec les mairies de secteur, avec les militantes et les militants, et la mairie centrale. Donc en tout cas, ça a été une expérience enthousiasmante et qui a porté ses fruits. Et à ce titre, je pense que c'est vraiment une réussite aussi, et que j'espère qu'on va pouvoir la dupliquer, la reproduire, et continuer à travailler dans ce sens, parce que au-delà de ça aussi, et là ça rejoint le mot camarade du podcast, au-delà de ça, ça nous a appris à nous connaître les uns les autres en militant ensemble de cette manière joyeuse. Et pleine d'espoir aussi. On a appris à travailler ensemble, et aujourd'hui on se connaît toutes les uns les autres, toutes et tous, les uns les unes et les autres. Et ça nous permet aussi d'avoir un respect, de connaître justement ces histoires intimes et collectives, qui nous permettent de nous parler convenablement, de nous parler de nos différences aussi. En dépassionnant un petit peu le débat, ce qui est franchement nécessaire à certains moments, notamment quand on voit les tensions au niveau national, que au local ce soit finalement des hommes et des femmes qui se parlent,
et qui puissent travailler avec leur vécu. C'est vraiment important pour pouvoir continuer à porter ensemble la gauche et l'écologie partout en France et au-delà. Merci Julien, merci Pascaline d'avoir été présents tous les deux dans ce nouvel épisode du podcast Camarades. Et pour terminer, j'aimerais juste rajouter un mot par rapport à tout ce dont nous sommes en train de parler, qui est très intéressant. L'union de la gauche s'est fait à un moment donné pour les législatives, et ça s'est appelé la NUPES. Il y aura très certainement d'autres initiatives au niveau national, peut-être européen, on verra, et au niveau local, il y a énormément d'initiatives qui portent tout un nom différent, avec des histoires, avec des parcours différents, et c'est ce que nous essayons de faire dans le podcast Camarades. C'est essayer, le temps d'un moment de débat, de discussion, d'essayer d'agréger des gens venus de différents territoires et de différents engagements, mouvements, partis politiques ou même non encartés. On laisse la parole à toutes celles et ceux qui à gauche s'engagent, et je pense qu'il ne faut pas être soit déçu, soit jaloux s'il y a des nouveaux territoires d'expression ou d'action nouveaux, différents, avec des noms différents, avec des histoires différentes qui se créent, parce que ce qui compte, c'est de se parler à gauche et c'est de faire ensemble à gauche. Merci. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.